Je vous propose d'entamer tout de suite notre première table ronde sur la valeur ajoutée de ce processus de labellisation et de travail avec et auprès des collectivités, avec Patrice Vergrit, maire de Dunkerque, président de la communauté urbaine de Dunkerque, président de France Ville Durable, dont je souligne qu'il a passé une toute petite nuit en raison des grèves de train, de la logistique du Tour de France dans le nord de la France, etc. Donc merci beaucoup de nous avoir rejoints. C'est tout à fait appréciable. Et je ne sais pas si Bruno Bessis est déjà arrivé. Je sais qu'il est là, parfait. Je sais qu'il venait de l'étranger aussi. Donc vraiment, les gens se sont levés tôt pour venir à cette rencontre. Bruno Paris, qui est devant moi, vice-président de Lorient Agglomération, bonjour. Est-ce que Nicolas Méhari est là? Oui, bonjour. Nicolas, vous êtes le maire de Brétigny-sur-Orge et vice-président du conseil départemental de l'Essonne en charge de la transition écologique et de la biodiversité. Julien Mecdoun, conseiller du directeur général délégué territoire et ruralité à l'Agence nationale pour la cohésion des territoires. Et dans le cadre de la mixité de cette table ronde, Isabelle Coupry, adjointe à la chef du département Action territoriale et participation des acteurs. Bonjour. Commissariat général au développement durable. Je pense que je n'oublie personne. Ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on démarre avec un témoignage de la part des collectivités, et peut-être d'abord avec Patrice Vergrit, et puis ensuite de donner la parole aux représentants de Lorient Agglomération et de la ville de Brétigny, avant de passer à une deuxième étape avec l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, le Commissariat général au développement durable et la DGALN, bien entendu. Vous voulez peut-être commencer, Patrice, par rapport à votre rôle, non pas ici à Dunkerque, vous êtes effectivement de Dunkerque, mais à votre rôle de présidence de France Ville Durable? Oui, volontiers. Je ne sais pas si ça fonctionne. Je pense. Est-ce que ça marche? Non, ça ne marche pas? Non, mais il y a des gens qui sont en visio, donc on a besoin d'avoir le... Voilà, on va faire comme ça. Voilà, là, je pense que ça marche. Voilà. La parole est à vous. Très, très bien. Donc, merci à vous. Effectivement, en tant que président de France Ville Durable, représentant le Collège des collectivités, mais j'y viendrai. On a été effectivement impliqué largement dans l'élaboration de ce label et je tenais vraiment effectivement à dire mon satisfecit. Un mot quand même sur France Ville Durable. Aujourd'hui, c'est la seule institution d'ailleurs qui rassemble l'ensemble des parties prenantes opérationnelles de la ville durable. Donc évidemment l'État et ses agences, on en a vu, les collectivités locales, les entreprises qui sont mobilisées, mais aussi le monde des experts urbains au sens large du terme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, France Ville Durable s'est très fortement développé avec beaucoup d'adhésions, d'ailleurs de l'ensemble des collèges aujourd'hui. Et on a réussi à faire un peu référence sur ce thème aujourd'hui en France, et il le fallait. Deux grandes missions essentielles à France Ville Durable. La première, c'est effectivement de se poser la question du concept de ville durable en France, le faire vivre, provoquer d'ailleurs du débat. Pour ce faire, on a réalisé, en lien d'ailleurs avec l'ensemble des acteurs qui l'ont largement repris, on le ressent un petit peu dans le label, ce manifeste autour des 4 piliers, donc sobriété, inclusion, résilience et créativité, qui fondent aujourd'hui toute la réflexion qu'on a sur la ville durable. Et comme on l'a dit, ça va largement au-delà de la question du climat. Et essayer de faire vivre ça de manière opérationnelle, c'est-à-dire accompagner notamment les collectivités, mais pas simplement, dans les exemples qui existent à droite ou à gauche et qui peuvent nourrir effectivement les réflexions ailleurs en France. Il y a aussi une idée cachée à France Ville Durable qu'on a entendue tout à l'heure quand on parlait d'international, c'est de défendre ce qui a été dit, de défendre aussi une vision française ou européenne en tout cas de la ville durable, parce qu'on sent qu'à l'international aujourd'hui, on n'est pas bien, on n'est pas toujours bien placé, et si on ne défend pas une conception, et c'est pour ça que le label est aussi très important, française de la ville durable, on se fera manger, effectivement, comme ça a été dit. Et aujourd'hui, France Ville Durable essaie aussi de porter cette vision-là, et notamment, je pense au pilier inclusion ou démocratie, où parfois les concepts de ville durable à l'échelle internationale oublient certains piliers assez majeurs. Moi, je me félicite de ce label pour plusieurs choses. D'abord, on attendait un label qui aborde la question de la ville entière, et ça y est, c'est le cas. On attendait un label qui aborde de manière systémique les choses. La question de la transversalité est devenue essentielle dans la fabrication de la ville durable. Et là, on a un label qui aborde beaucoup plus la dimension systémique.
On attendait les enjeux de gouvernance dans la question des labels, et ça, on le voit très très fortement. Et puis, je le disais en amont, on attendait aussi de dépasser justement la seule question du climat et effectivement d'aborder des thèmes chers à la ville durable, en particulier après la crise sanitaire, comme le thème de la résilience. On ne parlait pas beaucoup de résilience en France il y a encore 2 ans, sauf à France Ville Durable. Aujourd'hui, je suis surpris de voir à quel point le Covid a fait émerger un nouveau mot dans la bouche de l'ensemble des décideurs en France. Et c'est tant mieux parce que la résilience, c'est un élément clé de la ville durable aujourd'hui et on le voit dans ce nouveau label. Je voudrais juste terminer, puisque je sais que je dois être court, pour justement vous donner rendez-vous le 16 septembre, puisque France Ville Durable fera son colloque annuel, justement l'occasion à la fois de débattre sur le concept. Ce sera l'occasion aussi de mieux faire connaître le label qui est là, de le diffuser, et puis diffuser les pratiques qui vont avec, de manière à pouvoir développer encore en France ce beau concept de ville durable, mais en pratique. Merci. Merci beaucoup, et on aura l'occasion d'y revenir dans la deuxième table ronde, mais c'est vrai que vous évoquiez le lien entre le développement territorial en France et l'exemplarité, peut-être aussi des démarches que l'on conduit dans un contexte européen et international. C'est vrai que la semaine dernière, France Ville Durable était présent au Forum urbain mondial en Pologne, à Katowice, avec notamment votre secrétaire général. Et on voit bien l'appétit et le besoin qu'il y a de pouvoir partager ce type d'expérience. On va rester en France avec vous, Bruno Paris, vice-président de Lorient Agglomération. Vous avez été une des premières agglomérations à participer à la phase pilote du label VDI. Il y a eu des ateliers, tout un processus de travail qui a été jusqu'ici très bien décrit. Comment vous voyez aujourd'hui l'apport de ce travail et de cette labellisation VDI aux réflexions et aux travaux de développement durable et de transformation écologique de l'agglomération de Lorient? Eh bien, écoutez, ça vient compléter l'engagement que l'on a déjà dans le label climat, air, énergie, puisqu'on est labellisé 4 étoiles pour l'agglomération de Lorient. Et puis, je suis aussi élu à la ville de Lorient et on a cette aussi certification, enfin, en tout cas cette reconnaissance 5 étoiles. On a effectivement une habitude de s'appuyer sur des labels pour pouvoir construire une démarche, qui soit une démarche partagée entre élus et services, et qui soit une forme aussi de feuille de route, un espèce de cahier des charges, un challenge, des éléments où on arrive à trouver ou à créer une forme d'émulation autour d'objectifs. Alors évidemment, on essaie de cadrer nos ambitions propres, territoriales, avec les objectifs des labels, mais tout cela amène beaucoup de cohérence, beaucoup d'émulation, et surtout, très intéressant, un regard extérieur sur notre politique. C'est vrai qu'on est accompagné généralement par des personnes de grande qualité qui viennent faire avec nous des points, des étapes. Et c'est vrai que c'est très enrichissant et ça permet d'avoir ce regard extérieur sur ce que l'on fait, sur nos pratiques, sur les services. Alors, il y a quelques petites quand même choses à prendre en compte, hein, c'est-à-dire qu'il faut mobiliser des moyens humains. Ça ne peut fonctionner que si vous mobilisez des moyens humains. Ça n'est pas juste quelque chose qu'on va sortir comme ça du placard à partir du moment où vous allez avoir une évaluation. Non, non, il faut le travailler sur la durée, sur la distance. Il faut aussi mettre en place cette transversalité, vous l'avez dit. Hein, c'est vraiment essentiel. Et ça donne de la cohésion, finalement, dans une équipe, dans les services, parce qu'on se sent d'abord engagé dans cette démarche, et puis aussi reconnu, valorisé. Quand on est finalement labellisé à un bon niveau, on se dit, ben voilà, ça porte ses fruits, et on est enfin reconnu. Donc ça présente beaucoup d'intérêt. On a contribué avec les services de Lorient Agglo, et je les remercie parce que c'est vrai qu'ils ont fait un gros travail. Ça a été une grosse contribution à l'élaboration de ce label. Donc ça a été une démarche intéressante hein, pour la collectivité. Et on va évidemment, je pense, continuer à essayer de développer et monter encore en compétence sur ces niveaux-là. Voilà. Très bien, bon, on aura l'occasion d'y revenir. Je pense qu'on va essayer de garder quelques minutes pour un tour de table. Là, c'est un premier tour de chauffe avec une première série de remarques. Nicolas Méhari, vous dans une position un tout petit peu différente puisque vous êtes maire d'une commune, mais très engagé
aussi dans le développement de la labellisation. Et si j'ai bien compris, ce travail a beaucoup apporté aussi à votre vision de transformation. Peut-être deux éléments, deux questions. La première, c'est qu'est-ce que jusqu'ici cette démarche a apporté et qu'est-ce que vous attendez de la suite ? Oui, merci beaucoup. Alors, permettez-moi de commencer brièvement par raconter une petite histoire. Donc, je suis maire de Brétigny, Brétigny-sur-Orge, et à Brétigny, nous construisons une école. Jusque-là, ça peut paraître normal. Et dans le cadre de la construction de cette école, j'avais fixé au départ comme objectif, parmi un certain nombre, le fait que cette école soit attentive à la question du confort d'été. Ça peut paraître assez raisonnable dans la période actuelle, où on voit qu'il y a des épisodes de plus en plus caniculaires, de plus en plus précoces dans l'année. On m'a dit très bien. J'ai demandé à ce qu'on m'explique un peu plus ce qui allait pouvoir être fait, et on a fixé un nombre de jours par an où on ne dépassait pas une certaine température. Parfait. Et je demande à ce qu'on creuse un peu, on me présente des tableaux de chiffres, les ingénieurs thermiciens m'expliquent, disent, monsieur le maire, c'est bon, ça c'est notre travail, etc. Oui, mais expliquez-moi. Et là, je réalise deux choses. La première, c'est qu'en fait, on compte le nombre de jours sans compter les jours de canicule. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il fait tellement chaud qu'on ne peut pas là. Mais sauf que si on ne prend pas en compte les jours de canicule, les jours où on considère qu'il fait trop chaud, on rate quelque chose. Première chose. Deuxième chose, je réalise que, en fait, la base de température qui est utilisée, c'est pas les prévisions de température pour 2030-2040. C'est les prévisions de température Évry 2001-2008. Oui, sauf que l'école, elle est pour les 50 prochaines années. Et donc, on aboutissait par un ensemble d'habitudes de travail, par un ensemble de règles, par un ensemble de normes, à faire quelque chose qui, objectivement, était absurde. Et donc, la question que ça pose, c'est la question de la transformation de l'action publique. C'est vrai par rapport au choc auquel nous faisons face actuellement avec la transition écologique. C'est vrai par rapport à la crise sanitaire, vous l'évoquiez tout à l'heure, et où en fait on a vu qu'on était confronté à des changements, à des situations tellement différentes que nos habitudes de travail n'étaient plus valables. Et c'est vrai bien sûr par rapport aux questions plus généralement de ville durable, de processus d'innovation, de gouvernance qui prennent mieux en compte les aspirations de nos concitoyens, par rapport à ce changement de pratique, ce changement culturel extrêmement fort que nous devons mener de manière rapide pour pouvoir nous adapter à l'évolution du contexte. Et donc, comment fait-on, quand on est un responsable public, pour organiser la transformation de ces pratiques ? On s'appuie notamment sur des démarches comme celle du label Ville durable et innovante, parce que c'est un processus, non pas simplement de labellisation, mais cela a été dit très bien avant moi, un processus de travail collectif qui fait que cela va amener chacun dans l'organisation à se poser des bonnes questions, à avoir un regard extérieur, à avoir l'habitude davantage de travailler avec le collègue chef de service qui va avoir un petit bout de la solution. Et que ce processus de travail-là, c'est quelque chose qui permet effectivement de faire en sorte qu'on progresse beaucoup plus vite sur la nécessaire transformation des pratiques en matière d'action publique. Donc c'est précisément pour cela que nous sommes rentrés dans cette démarche-là, et j'aurai peut-être l'occasion de le redire tout à l'heure. Bien sûr, j'ai la conviction profonde, absolue, que ce n'est pas simplement au niveau des EPCI, de collectivités peut-être plus importantes, mais c'est aussi également au niveau des villes, au niveau des communes, et surtout pour les questions ville durable et innovante, où beaucoup d'éléments prenons par exemple les questions de gouvernance ou pratiques démocratiques, sont notamment au niveau de la commune. Donc en tout cas, nous étions très heureux de pouvoir participer à cette démarche. Très bien, merci beaucoup. Julien Mectou, je me tourne vers vous, conseiller du directeur général délégué territoire et réalité à l'Agence nationale pour la cohésion des territoires. Donc on va passer du côté de l'action publique toujours, du côté de l'État. Vous avez entendu des collectivités qui ont un regard assez convergent sur ce qu'apporte non seulement la labellisation, mais la participation à la démarche de labellisation. Oui. Là, vous éteignez les micros. Bon, désolé, il ne faut pas couper les micros. Deux questions. Vous avez l'Agence nationale pour la cohésion des territoires a accepté de rentrer dans le comité de pilotage VDI. Quelle en était la principale raison, la principale motivation, et en quoi c'est cohérent avec les objectifs de transformation et de cohésion territoriale que poursuit l'ANCT ? Alors oui,
C'est bon, on m'entend, oui. Oui, ça marche. Alors honnêtement, j'interviens principalement aujourd'hui, je voulais revenir sur les contrats de relance et de transition écologique qui sont coportés par la NCT et le CGDD ici présent. C'est vraiment une démarche, tout ce que j'ai pu entendre jusqu'à présent nous confirme vraiment cette idée à travers ce contrat qui est au-delà d'un contrat, est une méthode de travail justement partenariale entre l'État, les collectivités, en essayant d'avoir une approche très transversale justement pour décloisonner les pratiques sur la base de projets de territoire portés localement avec des plans d'action à mettre en œuvre, avec une méthodologie à mettre en place. Tout ce que j'ai pu entendre jusqu'à présent, c'est vrai, converge avec cette idée qu'on doit dépasser ses habitudes et ses cadres de travail. Et justement, j'ai presque envie de dire qu'aujourd'hui, il y a 850 CRTE en préparation, il y a déjà près de 820 qui sont signés, donc on voit qu'il y a vraiment eu déjà une forte mobilisation, pourtant dans un contexte post-crise sanitaire. Donc vraiment, l'ambiance, il y a relance et transition écologique dans le thème du contrat, donc c'était post-crise, comment on repermet à l'économie de repartir et en même temps tout ça de l'encadrer dans le cadre de la transition écologique auquel nous faisons face, et il y a des grands défis auxquels nous avons relevé collectivement. Eh bien justement que ces futurs 850 contrats soient quasiment des labels, comme on est en train de voir aujourd'hui, qu'on monte progressivement en qualité. Donc je réponds aux questions principales de départ. C'est vraiment comment on identifie les bonnes pratiques qui permettent justement de monter en compétences, et comment l'État se pose aussi en accompagnateur, en facilitateur un peu de cette montée en compétences de la part des collectivités, qui nous permettra d'identifier les bons exemples, à mettre en avant les bonnes pratiques, justement, à essayer de développer pour que l'ensemble des territoires s'inspirent des expériences des collectivités labellisées pour, justement, chacun s'en inspire et monte également en compétence sur son sujet. Très bien, parfait. Donc, je sais que vous avez un peu préparé ou réfléchi avec Isabelle aujourd'hui pour du commissariat général au développement durable pour votre intervention. Donc, vu du côté commissariat général au développement durable, comment vous lisez aujourd'hui vraiment cette nouvelle étape de labellisation et ce passage à un travail de transformation à la fois dans la profondeur, territoire par territoire, mais aussi dans la quantité en visant vraiment une transformation d'ensemble? Donc, nous, effectivement, on trouve que cette démarche de labellisation est très intéressante. C'est vrai qu'on s'attache, donc au niveau du ministère, on s'attache à pouvoir mettre en visibilité ou créer en tout cas de la visibilité sur les démarches des territoires qui s'engagent en fait dans la transition écologique. Et l'idée, effectivement, c'est bien d'emmener et de pouvoir donner à voir à l'ensemble des acteurs territoriaux, élus, collectivités, partenaires locaux, ces démarches. Et on a initié donc en partenariat avec la NCT, donc une démarche de communauté qui s'appelle Comet, en fait. C'est une communauté où on invite donc tout un chacun à venir nous rejoindre pour porter, en fait, pour voir comment porter de manière transversale, en fait, le développement durable et la transition écologique, avec cette idée, effectivement, qu'on pourra donner en visibilité ou mettre en valeur ces démarches, notamment par des échanges entre pairs. Et donc, effectivement, au sein de cette communauté qui s'appelle donc Comet, on revendique cette approche qui est complètement portée là par l'appel Ville durable innovante, qui est cette approche de réinterroger les politiques publiques, les projets, les modes de faire, au regard de ces boussoles en fait que vous avez créées là avec label VDI et donc qui en plus pour nous c'est important, ça appuie complètement sur l'agenda 2030 et les 17 objectifs de développement durable, donc on est bien sur l'ensemble des dimensions. Et donc effectivement pour nous typiquement ce label et puis les expériences concrètes qu'ont menées les collectivités là en expérimentant le label, c'est autant de témoignages ou de recueils d'expériences éprouvées en fait qui seraient à partager, et on a effectivement des espaces de partage au sein de Comet, que ce soit à travers des webinaires mais également à travers une plateforme ressources qui permet de réorienter vers des communautés de travail qui sont déjà existantes. L'idée c'est d'être en complémentarité et de surtout donner cette visibilité. Comment moi, acteur territorial ou élu ou collectivité, je souhaite m'engager, par où commencer, qu'on puisse offrir cette visibilité et les orienter vers les bons dispositifs. Et là, effectivement, cette démarche d'amélioration continue, de portage en transversal et de la partie justice sociale, environnement, développement local nous semble effectivement très intéressante.
Bon, ben voilà, ça fait un peu écho à ce que disait tout à l'heure Nicolas Méhari en termes de transformation de l'action publique. Vous avez l'un et l'autre expliqué en quoi, y compris pour l'État, le fait de pouvoir compter sur ce travail-là permet d'illustrer et de nourrir un travail de transformation et de contractualisation à plus grande échelle. Pour ce premier tour de table, Bruno Bessis, vous êtes le conseiller ville durable et international à la direction de l'aménagement, du logement et de la nature au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, si je ne me trompe pas de nom, voilà, absolument. Le ministère, la DGALN, vous-même, vous avez soutenu, accompagné le développement de ce label qui s'inscrit, ça a été dit tout à l'heure, dans un environnement où il y a aussi d'autres outils, d'autres instruments qui ont été développés. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui à la fois l'actualité et puis un peu la suite de ce travail ? Merci pour cette invitation à intervenir. Je vais répondre à votre question. Vous parlez d'actualité. Avant de parler de l'actualité du label, j'ai envie de parler de l'actualité en général et comment l'actualité en général renvoie à l'actualité et l'importance du lancement de ce label aujourd'hui. L'actualité aujourd'hui, c'est une crise. On ne va pas rentrer dans le détail. Crise mondiale sur tous les aspects. Nous étions en Pologne la semaine dernière. La crise sécuritaire, on l'a quasiment touché du doigt. Crise sanitaire, crise économique, etc. Donc, situation assez défavorable. Qu'est-ce qu'on a entendu également la semaine dernière au Forum urbain mondial ? Que, c'est ce que disait ONU Habitat, nous sommes très loin d'atteindre les ODD. Nous sommes très loin d'atteindre ces objectifs. Les pays, il y avait plus de 170 pays représentés, ne se sont pas mis en ordre de bataille pour mettre en œuvre les agendas urbains. Qu'est-ce qu'on entend aussi ? On entend le GIEC qui nous dit que les tendances sont mauvaises, qu'on continue à émettre des gaz à effet de serre. On entend qu'il nous reste 3 ans pour réagir, etc. Donc, un tableau assez noir, voire même très, très noir. Sauf qu'il y a un effet miroir à ce tableau noir, c'est l'enthousiasme. L'enthousiasme qu'on a pu voir également au Forum urbain mondial avec des collectivités françaises, plusieurs sont représentés ici, et internationales qui veulent, selon on le sait aujourd'hui, qui ont une vision, qui veulent donner un avenir, une perspective à leur territoire. On voit des étudiants qui se mobilisent, on voit une jeunesse qui se mobilise, on voit des territoires qui se mobilisent. Donc il n'y a pas de fatalité. On peut réagir et il est encore temps de faire quelque chose. Et pourquoi ce label arrive vraiment au bon moment ? Parce que pour accompagner les territoires, je vais revenir sur ce terme accompagner, on a besoin d'outils comme ce label VDI. Il y a une dizaine d'années, on avait lancé le label Écoquartier. D'ailleurs, l'histoire fait un petit peu un tour, puisque le label Écoquartier a été officiellement lancé chez vous, monsieur le maire, il y a exactement 10 ans. Voilà, donc on boucle pas la boucle, l'histoire n'est pas finie, mais c'est étonnant ce rebond et cette histoire. Donc on a besoin d'outils. On a besoin, et là l'État trouve sa place de, non pas d'État régulateur ou législateur, mais c'est l'État accompagnateur qui accompagne ce label VDI pour justement être auprès des territoires, auprès des collectivités, pour leur donner ces outils. Le label Écoquartier, il y a d'autres labels, tu en as cité Isabelle, et ce label VDI qui effectivement, à une autre échelle, puisqu'on est à l'échelle des territoires, permet aux villes et aux territoires de se projeter, d'avoir une approche transversale, ça a été dit à plusieurs reprises, de travailler tous ensemble, et j'insiste sur ce tous ensemble, État, collectivité, citoyens, il faut parler des citoyens. Pourquoi j'insiste aujourd'hui ? Parce qu'on en a parlé beaucoup en Pologne, et qu'en Roumanie, j'étais en Roumanie là ces 2 jours, je n'ai entendu parler que de ça, qu'il fallait travailler ensemble. Évidemment, moi c'est un discours qui m'allait bien, mais je sens un changement dans les prises de conscience et dans cette envie de travailler tous ensemble pour faire face aux défis qui nous attendent. Très bien, on pourra y revenir notamment dans la deuxième partie de l'échange de ce matin là, avec nos interlocuteurs européens et internationaux. Mais c'est vrai qu'on voit une accélération de cette transformation, notamment de la part des États. Vous faisiez référence au Forum urbain mondial. À l'échelle du G7, il y a aussi un groupe de travail qui s'est mis en place pour l'organisation d'un sommet des ministres du développement urbain durable. C'est une première.
à travers, après quelques années quand même d'heures de vol du G7. Et là, il y a vraiment un focus et un intérêt à la fois sur la gouvernance multiniveau et puis sur les stratégies de partenariat. Alors, on a encore quelques minutes ensemble justement pour pouvoir regarder. Vous avez les uns et les autres fait état d'un panorama finalement relativement consensuel avec une analyse des besoins, une analyse des instruments à mettre en œuvre assez convergente. Et avec, comme vous le disiez, Bruno Bessis, un État accompagnateur. Ce qui fait aussi écho à des besoins qui ont été exprimés à maintes reprises ces dernières années de la part des territoires de travailler en partenariat. Peut-être si on prend quelques minutes pour réfléchir justement à la suite. Qui veut prendre la parole pour Dunkerque ou pour Brétigny ou pour l'agglomération de Lorient sur justement la suite. Qu'est-ce que vous pouvez attendre pour France-Ville du Rap, bien sûr, mais qu'est-ce que vous attendez maintenant dans les prochains mois ou les 2-3 prochaines années de l'accélération de ce travail de labellisation et sur les bases de convergence qui ont été décrites tout à l'heure par Michel Salem et par Fabrice Boissier. Qui veut intervenir là-dessus? Peut-être vous, Bruno Paris, ou bien Nicolas Méry? C'est vrai que, pour moi, c'est une histoire sans fin. En fait, c'est le fait d'avoir 5 étoiles, par exemple, sur un label, ça n'est pas la fin du processus, c'est juste une étape. Et il faut continuer à garder ce niveau et à engager de nouveaux challenges. Donc, il y a tout un tas de choses à construire encore. Moi, j'ai très envie de travailler sur le label économie circulaire. C'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place. Il y a des actions, on s'intéresse beaucoup au réemploi des matériaux du bâtiment. On est en train de vouloir structurer toute une filière de formation, de vouloir créer quelque chose d'assez ambitieux pour diminuer notre impact en matière d'émissions de gaz à effet de serre en réemployant de manière forte les matériaux du bâtiment déconstruits ou modifiés. Voilà, donc il y a beaucoup d'ambition, ça crée ces labels, vraiment, je le disais tout à l'heure, une belle dynamique pour les élus et pour les services, dès lors qu'on arrive à trouver effectivement un consensus sur l'action à mener, parce que c'est quand même aussi, on ne peut pas forcément toujours vouloir imposer une vue, la vue d'un élu, il faut s'appuyer sur l'expertise des services, hein, et on réussit à mener comme ça, je pense, de belles actions, donc ça c'est très, très, très intéressant, et je suis plein d'ambition et d'envie. Je pense que ça nous dynamise beaucoup, ces labels, et c'est vraiment intéressant. C'est une reconnaissance aussi de notre territoire. C'est une façon aussi, même peut-être, pour certains de nos concitoyens, de se sentir, d'une certaine manière, valorisés. C'est-à-dire qu'ils sont assez fiers, souvent, d'être labellisés, par exemple, territoire engagé de transition écologique. À un plus haut niveau, ça les valorise aussi. Ils en tirent une forme de fierté aussi. Patrice. Oui. Bon, d'abord, je pense que beaucoup de collectivités locales vont s'engager dans ce label-là. On l'a vu d'ailleurs sur Citergy, mais je pense que ce sera pareil. Je m'attends à un bon développement. Ce que j'attends pour la suite, c'est l'effet retour. C'est-à-dire que les labellisations vont aussi faire apparaître des blocages qui sont inhérents à notre pays. La transversalité ne peut se faire que si on renforce la décentralisation. Aujourd'hui, l'État est incapable, bloqué dans ses silos, d'avoir une approche intégrée et transversale. Donc il va falloir qu'on aille plus loin sur la décentralisation et effectivement, comme l'a dit Bruno, accompagner les collectivités et pas leur donner des leçons. Et ça, j'attends cette étape-là. C'est-à-dire, j'espère que les labels vont aussi montrer les limites de l'action de l'État. C'est-à-dire que la transformation de l'action publique, qui a été très bien dit par Monsieur le maire, on les pose sur tous les acteurs. Et aujourd'hui, on a beaucoup à faire là-dessus. Qu'on revoie aussi certains préjugés ou constructions mentales qui nous limitent aujourd'hui. Je dis un truc tout bête. Je suis dans une collectivité locale aujourd'hui où on n'arrivera pas à être à temps sur notre plan climat, sur l'enjeu climatique, rien que sur l'enjeu climatique. Je ne parle même pas du reste. Si on reste dans les ratios de gestion qu'on pense depuis 50 ans. On doit aujourd'hui investir tellement massivement juste pour la rénovation des bâtiments publics. Juste ça, juste les bâtiments publics. Voilà. On est hors des clous en matière d'investissement, en matière, vous pouvez faire ce que vous voulez, on est hors des clous des ratios de gestion. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On reste avec nos ratios de gestion,
hein, avec nos cours des comptes qui vont nous donner des satisfecit, et on devrait être prêt pour le climat dans 40 ans, à peu près, où on a cette capacité à remettre en cause notre lecture et nos préjugés sur la bonne gestion des collectivités locales. Et ça, je l'attends de ça. Et je pense que des labels comme ça peuvent aussi montrer des blocages et des limites. Oui, il y a des comportements à faire évoluer, il y a des politiques publiques à faire évoluer, il y a des stratégies à faire évoluer, mais il y a aussi des blocages beaucoup plus puissants dans notre pays qu'il va falloir aussi débloquer si on veut être à temps. Et donc j'attends ça aussi de la suite des labels. Parfait, merci, c'est noté. Nicolas Méhari, pareillement, j'imagine. Oui, absolument, je partage totalement ce point-là. Je voudrais insister sur un point complémentaire. En tant que maire de Brétigny, moi j'attends une chose très simple. C'est que sur cette démarche, que je trouve extrêmement vertueuse, le travail soit prolongé dans les mois et années qui viennent pour que toute la place puisse être faite à l'échelon communal dans cette démarche d'amélioration. Et cela soulève aussi la question de par quel niveau institutionnel on travaille. Et bien sûr que sur un certain nombre de sujets, l'échelon intercommunal permet d'avancer. Mais il y a tout un ensemble d'autres sur lesquels l'échelon communal est absolument légitime, voire absolument essentiel, incontournable. Et je crois que c'est bien l'esprit des promoteurs de la démarche, et vraiment je les en remercie, mais ce travail-là doit être absolument approfondi parce que sur tout un ensemble de questions, cela serait terriblement dommageable de le laisser à l'échelon intercommunal qui, malgré les efforts de son intercommunalité, est quand même structurellement un peu plus éloigné de nos concitoyens. La particularité de l'échelon communal, c'est que directement prise, avec des actions qui se voient parfois davantage un peu plus et dont il est plus facile de discuter sur les marchés. Les deux sont complémentaires. On a bien vu que la démarche avait vocation à être ouverte. Aujourd'hui, on a vu également que dans les critères qui étaient indiqués au sein de chacune des fiches, parfois ils étaient plus pensés initialement, et c'était bien normal pour les intercommunalités. Ce travail-là, il doit évoluer. C'est vrai pour le label Ville durable et innovante. Et effectivement, comme cela a été rappelé, il faut qu'il y ait une démarche globale. Ce n'est pas simplement les parties durabilité innovante sans prendre en compte les objectifs climat et énergie. Il faut aussi que cette démarche soit accessible au niveau communal. Pour la démarche climat et énergie, je pense que ça fait partie d'éléments en cours de calage avec l'ADEME. Mais en tout cas, ce qu'on attend dans les mois qui viennent, c'est précisément cela. Parce que ce qui compte, et je termine par ça, c'est l'enthousiasme, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est de pouvoir encourager toutes les bonnes volontés. Elles existent au niveau des EPCI, elles existent aussi au niveau des communes. Très bien, c'est noté. Bon, on a donc l'enthousiasme, le besoin d'une interaction forte avec les citoyens. Et puis, dernier élément, l'État accompagnateur, l'État stratège, les blocages qui étaient évoqués, des évolutions structurelles. Peut-être pour, brièvement, en 3 minutes, il me reste 3 minutes pour conclure ce tour de table. Julien Mecdou, Isabelle Coupry et Bruno Messis, ce que vous souhaitez retenir ou recommander pour la poursuite des travaux, Isabelle ? À mon avis, effectivement, je pense que c'est très important de poursuivre ce travail, comme ça a été dit, en synergie complète, comme ça a été initié. Effectivement, je pense que cette ambition et ce portage capitalisé sur les labels précédents, poursuivre derrière, c'est quelque chose de très, très intéressant. Et ça montre effectivement la continuité qu'on doit avoir, à savoir effectivement ce portage dans la méthode qui a été prise, ce portage effectivement en co-construction avec les territoires et peut-être et aussi avec leurs parties prenantes et les acteurs, puisqu'on voit bien effectivement l'importance et la plus-value de ces labels par rapport à des dynamiques à l'échelle territoriale pour porter la transition. Merci. Julien ? Oui, non, je partage complètement. De toute façon, cette idée que ces labels, la démarche qu'on propose, c'est des outils d'accompagnement du changement. Donc vraiment, on en a besoin. On a besoin de nouvelles méthodes. En effet, ce ne sera pas facile. Il va falloir qu'on dépasse aussi certaines difficultés. Ça, on en est complètement conscient. Et il faut qu'on se base sur cette volonté, sur vraiment cette énergie qu'on sent venir à la fois des territoires et des différents acteurs pour permettre de dépasser ces problèmes. Donc, je partage complètement. On continuera. Nous, c'est notre logique, vraiment de décloisonner, d'avoir cette nouvelle approche, de partir des besoins. Je suis entièrement d'accord. Si les choses qui sont faites au niveau intercommunalité, les communes sont évidemment indispensables dans le dispositif. On a également les départements qui sont très présents, les régions qui ont des compétences très importantes en termes d'aménagement, d'environnement. Donc vraiment, tous les acteurs qui pourront contribuer seront les bienvenus. Et c'est cette volonté vraiment très transversale d'embarquer tout le monde qui est vraiment indispensable. Bruno Messis, ce travail de labellisation, c'est l'occasion de construire ou de reconstruire ou de co-construire de la confiance dans une période de crise ? Oui, bien sûr, et de continuer ce travail et de
de marquer le coup, vraiment de continuer ce travail. L'histoire ne fait que commencer. On est dans cette salle des convaincus, évidemment, sinon on ne serait pas là. Mais on a tous affaire tous les jours à des non-convaincus. On pourra se reposer quand l'ensemble des collectivités françaises et dans le monde seront labellisées Écoquartier, VDI, évidemment, et d'autres labels. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup. Je vous propose de clore cette première partie de notre réflexion.